Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cet appel conférence est enregistré. À ce stade, tous les participants sont en mode écoute seulement. Pour ceux d'entre vous qui êtes au téléphone et qui avez besoin de l'aide d'un téléphoniste pendant l'appel, veuillez appuyer sur étoile 0. Les participants sur l'Internet qui ont besoin de soutien doivent se servir de la fonction de dialogue. Je cède à présent la parole à votre animateur, M. Stephen Sammis, vice-président programme à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Allez-y, M. Sammis. Stephen Sammis. Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur appel Maladie mentale et toxicomanie, l'utilisation d'une approche intégrée pour améliorer la qualité des soins. Comme on vient de vous le dire, je suis Stephen Sammis, vice-président des programmes à la FCISS et je suis heureux d'être l'animateur d'aujourd'hui. Nous sommes heureux d'offrir l'interprétation simultanée sur tous les webinaires sur appel, ce qui peut occasionner quelques délais. À l'occasion, nous vous invitons à participer dans la boîte de dialogue en anglais ou en français. Et nous réagirons à vos questions également en anglais ou en français au long des exposés. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissez pas, nous sommes une organisation nationale financée par le gouvernement fédéral dont la mission est d'identifier et de diffuser les innovations éprouvées partout au Canada. Aujourd'hui, nous entendrons parler d'innovations en soins de santé mentale qui ont été appuyées par le programme Force de la Fondation. Tandis que je présente nos conférenciers invités, je vous demande de prendre un petit instant pour vous présenter dans la boîte de dialogue, dire qui vous êtes, d'où vous venez. Nous avons les productrices Sheena Powell et Kelly Ripley en coulisses. Et nous avons aussi plus de 200 personnes inscrites aujourd'hui. Un grand nombre d'entre vous vous inscrivez déjà en ligne et nous constatons que vous provenez de partout au pays. Donc, excellente représentation du pays tout entier. Alors, aujourd'hui, nous inviterons Tracy MacArthur, qui est vice-présidente principale et chef des services cliniques à CAMH, le Dr Peter Voort, directeur clinique du programme des soins ambulatoires et traitements structurés à CAMH, et également boursier du programme Force du groupe 11, et April Collins, directrice générale du programme de traitement des maladies mentales complexes à CAMH. April était également boursière du programme Force, membre quant à elle du groupe 10. Alors, les objectifs d'aujourd'hui sont de prendre conscience de l'impact positif des parcours de soins intégrés sur la vie de ceux qui sont atteints de schizophrénie et sur celle de leur famille. Découvrir comment l'outil d'évaluation intégrée de la santé mentale et de la toxicomanie du CAMH réduit l'hospitalisation et améliore l'accès aux soins. Et acquérir une nouvelle compréhension de la portée de l'engagement de CAMH à l'égard de l'amélioration continue, ainsi que de la façon dont les données probantes sont utilisées pour améliorer la qualité des soins dispensés aux patients de CAMH. Nous sommes très heureux aujourd'hui que le programme Force soit mis en lumière, car le Dr Voort et April Collins sont des boursiers du programme Force. Alors nous nous réjouissons de les entendre aujourd'hui. Vous le voyez, les objectifs du programme Force. Le programme Force reprend après une pause d'1 an. Il reprend cette année. Comme vous le voyez, le programme vise à renforcer la capacité des organismes à réaliser et à pérenniser des améliorations, renforcer la capacité des équipes de dirigeants existants et émergents à accélérer l'amélioration au sein de l'organisation et entre organisations, et aussi créer une communauté pan-canadienne de dirigeants voués à l'amélioration. Sur ce, je cède à présent la parole à nos invités de CAMH. Tracy. Tracy MacArthur. Merci, Stephen. Alors, mon rôle consiste à présenter l'équipe et CAMH. Pour ceux d'entre vous qui connaissez CAMH, nous sommes le centre de toxicomanie et de santé mentale le plus prisé au Canada. Nous sommes un centre hospitalier universitaire et nous sommes fort axés sur les données probantes appliquées aux soins d'aujourd'hui, mais aussi faire appel à nos chercheurs et partenaires en éducation de classe mondiale visant à améliorer les soins qui seront dispensés demain. Alors aujourd'hui, il y a 2 projets sur lesquels on veut insister. Le Dr Voort parlera d'une de nos nouvelles cliniques visant à améliorer l'accès dans le programme des soins ambulatoires et de traitement structuré. Et April Collins vous expliquera comment nous avons appliqué le traitement des maladies mentales dans le cadre de parcours intégrés à la schizophrénie. Vous verrez dans les statistiques sur CAMH que une grande partie de nos clients sont atteints de maladies mentales graves et donc
il est important pour nous d'améliorer l'accès et d'améliorer aussi la standardisation des soins dispensés pour améliorer leur qualité. Donc, je cède à présent la parole au Dr. Voer qui abordera notre premier projet. Dr. Voer, merci Tracy. Je suis très heureux de pouvoir présenter le programme que nous avons fait dans le cadre de Force et aussi le travail que nous avons fait en périphérie. Alors, j'étais membre de l'équipe de CAMH en 2014-2015 qui comprenait Neil Carson, qui est le directeur exécutif du programme, et Margaret Gareth, qui est directrice de la pratique professionnelle. Donc, au cours des 20 prochaines minutes, je décrirai le contexte de notre programme et les problèmes que nous avons sur le plan du triage et de l'évaluation des patients. Nous ferons un examen des données probantes que nous avons faites pendant le cadre du programme Force et je parlerai de la clinique qu'on appelle Impromptu que nous avons exploitée au mois de février cette année. Je parlerai de certains de nos résultats très emballants à ce jour et de notre impact potentiel. S'agissant de notre contexte à présent, Tracy vous a déjà présenté le rôle de KMH. Donc, en 2013, on a décrit notre plan stratégique intitulé Vision 2020 comme suit. Il visait à améliorer le rétablissement en améliorant l'accès aux soins intégrés et au soutien social. C'était véritablement l'objectif de notre projet tout au long. Alors, si on investigue davantage la structure de KMH, à l'heure actuelle, nous avons 4 programmes au sein de l'hôpital et comme vous le voyez à cette diapo, le programme d'accès de transition est le point d'accès principal pour l'ensemble de l'hôpital qui comprend aussi notre service d'urgence. Donc, il y a 4 programmes cliniques, maladies mentales complexes, entre autres, qui s'occupent surtout des patients atteints de schizophrénie. Et c'est également le programme dont April parlera plus avant dans un instant. Ensuite, nous avons les patients moins bien servis, dont les jeunes. Au centre, vous avez le programme pour lequel je travaille moi, avec Neil et Margaret. Il s'agit de nos soins ambulatoires et traitements structurés. On voit des patients qui ont des troubles de l'humeur, de l'angoisse, des traumatismes et des toxicomanies. Donc, sur le plan des défis, du côté des patients atteints de troubles de l'humeur, d'angoisse et de traumatisme, il faut voir quelle est la fréquence, quelle est la prévalence de ces difficultés dans la province. En 2013, lors d'une enquête faite par CAMH en Ontario, on a identifié que 13% de la population déclarait qu'elle faisait face à une détresse psychologique. 8,9% déclaraient qu'elle avait des problèmes d'angoisse, 7,5% déclaraient qu'elle était déprimée et 13,7% des patients, de la population plutôt, disaient qu'elle consommait des quantités dangereuses ou nocives d'alcool. Donc ce sont des problèmes très communs en Ontario et il existe un besoin criant de traiter tous ces troubles. Donc, dans notre programme, nous avons 13 000 clients par année qui viennent recevoir des services et qui ont toutes sortes de difficultés d'humeur, de traumatisme, d'angoisse et ainsi de suite. Donc le défi, c'est que sur le plan historique dans nos programmes, nous avons eu, je vais remonter en arrière, nous avons des cliniques hautement spécialisées et au fil du temps, elles ont établi d'excellentes idées techniques, cliniques, pour traiter leur sous-population. Or, le défi était que ces cliniques n'ont jamais été conçues pour travailler ensemble, si vous voulez, et de voir les patients au même moment ou de tâcher de comprendre comment collaborer pour les populations les plus complexes, enfin les cas les plus complexes. Donc, permettez-moi de décrire certains des problèmes qui peuvent se produire lorsque vous avez une structure clinique aussi complexe et des patients qui ont plus d'un problème. Je vais vous raconter l'histoire de Joe. C'est ce qui est décrit dans cette diapositive. Joe s'est adressé à CAMH avec des difficultés de dépression et d'angoisse. Et il avait un historique, des antécédents de toxicomanie. Il s'est auto-aiguillé à l'hôpital, ce qui est très fréquent chez les toxicomanes. Donc, il a été évalué au service de toxicomanie et ensuite envoyé à un groupe des traumatismes, on avance trop vite,
et ensuite donc vu dans un groupe de traumatisme relevant du groupe de toxicomanie. Le problème, c'est que ces symptômes d'angoisse et de dépression ne s'étaient que très peu améliorés. Il avait besoin de soins plus précis. Donc, du côté de la toxicomanie, le personnel lui a dit qu'il devait retourner chez son médecin de famille pour être réaiguillé vers nos services d'humeur et d'angoisse, d'anxiété, ce qu'il a éventuellement fait. Il a été admis dans un programme de traitement le jour où il s'est considérablement amélioré. Vous savez, tout ce processus de triage a pris un total de 7 mois. Donc, je ne pense pas qu'il faut être gêné du côté de la santé mentale, plus particulièrement, parce que, à bien des égards, ceci, à mon avis, est le miroir de la médecine physique où les gens ont beaucoup de problèmes et doivent constamment s'adresser à divers spécialistes sur une longue période. Donc, il faut trouver une approche qui permette de nous aider, d'avoir des parcours, des cheminements clairs pour les patients qui ont des problèmes multiples, les cas complexes. Donc, dans le cadre de notre projet, nous avons décrit notre problème principal, c'est-à-dire avoir un bon service ambulatoire en temps voulu pour apparier le service au client selon ses besoins. Il fallait déterminer quelles étaient les données nécessaires pour améliorer le jumelage des services ambulatoires aux clients. Et deuxièmement, comment prototyper des algorithmes éclairés par des données probantes qui pourraient simplifier le processus. On a fait un examen de la littérature scientifique, une analyse documentaire pendant notre projet Force. Et nous avons constaté qu'il n'y avait aucune revue systématique ou analyse documentaire qui puisse nous aider avec ce problème. Lorsqu'on a examiné les centres de sciences internationaux, il était commun que les services de toxicomanie et de l'humeur étaient séparés, ne travaillaient que très rarement ensemble. Donc nous avons examiné des études individuelles et un certain nombre d'enquêtes et d'études parlaient sous bien de modèles de services séquentiels ou parallèles, et un grand nombre rêvaient d'avoir des services intégrés, mais expliquaient à quel point il était difficile de créer ce genre de services. On a aussi constaté deux cultures différentes. Dans la culture de la toxicomanie, les services dépendent très souvent de l'auto-aiguillage des patients, car la motivation est considérablement un peu plus importante. Du côté de l'humeur, des troubles de l'humeur, de l'angoisse, généralement, l'aiguillage provient du médecin. Alors, comment réunir ces choses l'une dans l'autre? On voulait évidemment avoir des programmes intégrés qui permettent de réunir tous ces services et aussi avoir des critères de jumelage de services. Par ailleurs, on n'a pas trouvé un seul outil d'évaluation qui puisse nous aider à assurer cette intégration. On a aussi fait une enquête pour voir quel était le cas de 500 clients dans nos programmes et 50% avaient des problèmes de toxicomanie, mais au même moment, 38 avaient des problèmes d'anxiété, 37 de dépression. La moitié des patients avaient au moins 2 problèmes. Ensuite, on a fait une enquête auprès de notre personnel qui participe souvent à l'évaluation et au triage. Et on a identifié 2 groupes. Un groupe facile à jumeler, un autre groupe beaucoup plus difficile à jumeler. Les patients faciles à jumeler étaient des patients qui n'ont qu'un diagnostic, qui sont très motivés. Et dans le groupe difficile à jumeler, vous aviez des troubles multiples, et des gens qui vivaient loin de l'hôpital, qui avaient peu de soutien, qui n'avaient souvent pas de médecin de traitant, médecin de famille, et qui étaient souvent très peu motivés. Alors ce sont les patients les plus compliqués, les plus difficiles. Par ailleurs, on a fait des archétypes pour un certain nombre de patients qui avaient évolué dans nos services et on a constaté que l'histoire que je vous ai racontée de Joe, il y a quelques diapositives, était en fait un problème récurrent. Que les patients, souvent, doivent s'adresser à plusieurs services, avoir plusieurs évaluations avant de pouvoir arriver au traitement dont ils ont besoin. Le NHS, au Royaume-Uni, propose un modèle assez intéressant sur le plan du jumelage des services. Il consiste à trouver 5 paramètres pour assurer ce jumelage. D'abord, établir
la priorité de tous les problèmes concomitants et leur diagnostic, ensuite le degré de gravité et de risque, ensuite le niveau de déficience dans la communauté, ensuite les essais de traitement antérieurs, comment le patient réagit à ce traitement, et ensuite la préférence et la motivation du client. Le NHS est aussi utile en ce sens qu'il a créé des groupes de patients qui ont des symptômes similaires et des niveaux de gravité similaires. Même le NHS, qui a beaucoup de pratiques exemplaires, sépare toujours le traitement des toxicomanies de l'angoisse et de l'humeur. Donc, il y a place à l'amélioration et notre projet envisage de le faire. Alors, laissez-moi donc aborder la clinique impromptue que nous avons exploitée au mois de février. Donc, en février, pendant 9 demi-journées, sur 3 semaines, nous avons vu 77 patients qui avaient été aiguillés aux divers services de nos services ambulatoires. Plutôt que de les envoyer à des cliniciens individuels à des fins d'évaluation, on a créé une équipe interprofessionnelle comprenant 2 psychiatres, un pour l'humeur et l'angoisse, l'autre pour la toxicomanie, et d'autres professionnels de la santé provenant de divers services. Ils se sont rencontrés en demi-journée, ont d'abord discuté des meilleures possibilités d'évaluation pour chaque cas et ont vu une dizaine de patients à la fois. On a créé divers modèles, même pour une demi-journée. Quelqu'un pouvait voir un professionnel de la santé, parfois un psychiatre, parfois il voyait une équipe ou parfois il voyait un professionnel suivi d'un psychiatre. Alors on a créé des modèles souples pour les besoins du patient. Alors, laissez-moi vous parler de certains de nos résultats. D'abord, on a eu très peu d'absentéisme. Les patients étaient très emballés de participer à ce modèle. 88% de taux de présence, ce qui est bien meilleur que nos cliniques traditionnelles où parfois le taux d'absentéisme a atteint 20 à 25%. Sur le plan des problèmes de toxicomanie, 30% des 77 patients ont évoqué un problème de toxicomanie. Parmi eux, la moitié ont parlé d'alcool. Lorsqu'on a fait une évaluation autodéclarée, on a aussi montré que le problème d'alcool était grave, avec une note de vérification de 20,5. Donc ces problèmes devaient être réglés. Il fallait trouver au moins un traitement pour l'abus d'alcool. Alors on a examiné la santé mentale, on s'est servi de quiz, une auto-évaluation, et les patients sont arrivés à 13,7, c'est-à-dire la catégorie modérée. L'angoisse, l'anxiété est assez élevée aussi. Un constat intéressant, la moitié des patients également ont dit qu'ils avaient des antécédents de traumatisme, beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. Pour le profil des patients, la moitié des patients avaient des troubles de conduite et au moins 2 problèmes concurrents. Certains en avaient plus que 2 d'ailleurs. Sur le plan du niveau de déficience, on a examiné les 30 jours antérieurs et 12% de nos patients avaient été aux urgences, 9% avaient été hospitalisés. On a examiné l'historique sur plus long terme et 28% de la population avait eu un traumatisme crânien, quelque chose qu'il faut examiner de plus près. Ensuite, sur le plan des antécédents de traitement, 45% des patients avaient eu un traitement pour une toxicomanie et 65% avaient eu un traitement pour un problème de santé mentale. Par ailleurs, 28% de nos patients, quasi un tiers, n'avaient pas accès à un médecin généraliste. Donc c'est un gros problème. Donc, pour jumeler ces patients pendant ces demi-journées de clinique impromptue, 96% des patients ont reçu une décision de jumelage des services le même jour. On a un taux de satisfaction très élevé pour les patients comme pour le personnel grâce à ce processus. Et comme vous le voyez, à partir de nos données, on a également eu
une bien meilleure idée de qui sont nos patients et quels pourraient être leurs besoins en matière de traitement, pour mieux prévoir ceci à l'avenir. Sur le plan de notre impact potentiel, notre programme de soins ambulatoires et traitements structurés sert 40% des clients de CAMH. Donc, évidemment, on doit faire face à des problèmes d'accès pour s'assurer que les patients reçoivent un traitement rapidement sans devoir faire plusieurs évaluations et passer d'un professionnel à l'autre par l'entremise de leur médecin de famille. Alors, ce que l'on souhaite, c'est avoir une nouvelle structure de programme fondée sur des données probantes pour les évaluations. On tâche déjà d'anticiper une augmentation des patients, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une structure de clinique similaire à celle de la clinique impromptue, mais beaucoup plus imposante pour voir plus de patients. Alors, ceci peut avoir un impact à l'échelle du système de santé dans toute la province, car l'accès aux soins est une priorité pour la santé mentale et il faut voir plus de patients dans le système de manière plus efficace afin qu'ils reçoivent les traitements dont ils ont besoin. Dans le cadre de notre programme, ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a beaucoup de participation de la part du personnel dans la conception de la clinique impromptue, car le personnel le voyait comme une solution éventuelle à un problème de longue date, car il voyait des patients passer d'une clinique spécialisée à l'autre sans voir leur sort s'améliorer. Donc il y avait beaucoup d'enthousiasme. Il y avait aussi de l'enthousiasme pour l'analyse documentaire qui permettrait de trouver des approches fondées sur des données probantes pour résoudre ce problème et éventuellement, on l'espère, créer une innovation fondée sur des données probantes. Merci. Je cède à présent la parole à April. April Collins. Bonjour à tous. Je suis directrice exécutive au Centre de toxicomanie et de santé mentale. Je vais parler du projet Force de Gabby Golay et Patricia Kavanagh, c'est-à-dire réduire les variations inutiles dans les soins, élaboration d'un protocole de soins intégré pour la schizophrénie. Donc, comme vous le savez, le système de santé ontarien est en cours de changement important. Les patients et leurs familles, de plus en plus, sont des consommateurs avertis de la santé et ont des attentes de plus en plus élevées. Ainsi, aujourd'hui, un des défis les plus importants du système de santé est de tâcher de faire le meilleur usage possible des ressources limitées dont nous disposons, tout en offrant des soins de qualité en temps voulu. Les patients acceptent que les décisions soient prises à leur égard, mais cela doit être fait en fonction de données probantes, ce qui signifie que les patients qui ont les mêmes maladies devraient recevoir un traitement similaire, quel que soit l'endroit où ils reçoivent ce service. Et malheureusement, cela n'est pas toujours le cas. Et ce n'était pas le cas au début du programme Force, même à CAMH, pour les patients atteints de schizophrénie. Par ailleurs, dans les systèmes de santé, on reconnaît de plus en plus, et d'ailleurs c'est une préoccupation, qu'il existe un écart entre ce qu'on appelle les pratiques efficaces, appuyées sur des données probantes, et ce qui est offert en termes de soins. Par exemple, certaines estimations prétendent qu'il faut une décennie pour qu'une recherche devienne effectivement une norme au point de service. Conséquemment, les patients ne reçoivent pas souvent les meilleurs soins possibles et les ressources limitées sont éventuellement gaspillées à des traitements inefficaces, inefficients, voire nuisibles. En réaction à ces préoccupations, on insiste de plus en plus sur les moyens d'améliorer l'utilisation des données probantes et la standardisation des soins d'une manière efficace du point de vue coût qui minimise les risques et à des coûts limités, tout en offrant des soins de grande qualité. À CAMH, on estime que l'intégration des cheminements de soins est très prometteuse. Alors, je vais vous donner un peu le contexte et parler du problème qu'on a tâché de résoudre. Donc, tous les ans, la schizophrénie perturbe la vie de centaines de milliers de Canadiens. Eh bien, qu'elle ne touche environ que 0,6% de la population, un peu moins d'1%, selon les études qu'on lit,
le fardeau imposé aux patients est formidable, que ce soit pour le patient, sa famille ou le médecin. La schizophrénie, comme vous le savez, est une maladie mentale sérieuse qui a un taux de mortalité et de morbidité important. Les gens sont plus à risque de commettre le suicide, d'utiliser des substances illicites et de se retrouver sans abri. Et les répercussions économiques sont traumatisantes aussi. L'espérance de vie pour les schizophrènes est d'environ 15 à 20 ans, plus courte que celle de la population générale. Et on dépense des milliards de dollars tous les ans pour offrir des soins à ces patients. Alors, ce qui est étonnant, quand on a commencé ce projet, ce qui nous a marqué, c'est qu'en dépit du fait qu'il existe d'excellentes données probantes, les services étaient souvent fondés sur des décisions informelles et sur la tradition. Et on estimait que c'était un problème à la fois à Cambridge et partout ailleurs. Et on estimait également que cela contribuait à de mauvais résultats pour les patients et leurs familles. Donc, sur le plan de la possibilité que présentait le projet, essentiellement, on prétendait que l'élaboration et la mise en œuvre d'un protocole fondé sur des données probantes permettrait d'améliorer la qualité des soins dispensés aux patients en améliorant les 4 domaines que nous avons présentés à l'écran. Donc, on pensait que des soins fondés sur des données probantes amélioreraient les résultats des patients, amélioreraient l'expérience des patients et de leurs familles, optimiseraient l'utilisation des ressources et amélioreraient l'équité en matière de santé grâce à la standardisation des soins et la diminution de leurs variations indues. Sur le plan de la portée du projet, essentiellement, on voulait assurer un changement pérenne en matière de prestation des soins et une amélioration de la qualité des soins grâce à l'élaboration et la mise en œuvre d'un protocole de soins intégré pour les patients atteints de schizophrénie en milieu hospitalier. Je devrais signaler qu'il s'agissait d'un cadre de réadaptation, pas de soins actifs en milieu hospitalier. Et ici, vous avez les critères de réussite que nous avons établis par rapport auxquels nous nous sommes comparés tout au long du projet. Et je suis fière de dire que au cours des longs mois du projet Force, nous avons pu concevoir, mettre en œuvre, valider, évaluer et commencer d'ailleurs à déployer le projet dans d'autres unités de réadaptation et au-delà. Permettez-moi de dire un mot ou deux sur ce qui est pour nous un protocole de soins intégrés ou un parcours de soins intégrés. Alors nous avons emprunté une définition de Middleton et ses collègues. Donc un parcours clinique est un aperçu multidisciplinaire des soins prévus selon un calendrier approprié pour aider un patient atteint d'une maladie précise ou d'un ensemble de symptômes à avancer progressivement dans une expérience clinique vers des résultats positifs. Donc, on parle de schizophrénie en milieu hospitalier, dans une unité de réadaptation. Donc, les gens ne pouvaient pas obtenir leur congé d'un environnement moins contraignant. Il fallait qu'il y ait gestion post-soins actifs et ils avaient besoin d'un séjour à plus long terme pour optimiser leurs résultats. Les avantages du parcours de soins intégrés, eh bien, les soins sont fondés sur des données probantes, ils améliorent la collaboration, la communication, le travail d'équipe et réduisent les variations inutiles dans les soins aux patients. Et c'est très fondé sur les résultats et par ailleurs, ces parcours de soins intégrés améliorent l'expérience de soins des patients et de leurs familles. Alors, au niveau plus détaillé, un parcours de soins intégrés, et ceci est issu de Alberta Health Services, nous dit quoi faire, quand le faire, qui précisément doit le faire, comment le faire et où il faudra le faire. Alors, à KMH, le programme Force était un élément fondamental visant à lancer le dialogue sur la réduction des écarts inutiles de soins et l'élargissement des soins intégrés. À ce stade, nous avons déjà 6 ou 8 peut-être parcours de soins intégrés et ils ont tous les 4 caractéristiques suivantes. D'abord, il y a des interventions pharmacologiques explicites pour les maladies qui exigent une intervention pharmacologique. Il y a une intervention de la part d'une équipe
ou d'une équipe non pharmacologique, car on prend les déterminants sociaux de la santé, on traite l'ensemble de la personne, surtout pour les gens qui ont des maladies à très long terme. Troisièmement, dans le cadre du déploiement d'un parcours de soins intégrés, suite à une évaluation du contexte, il y a une intervention visant à améliorer la collaboration de l'équipe et le fonctionnement de l'équipe. Et enfin, l'organisation, dès qu'elle met en œuvre, évalue un projet, eh bien, elle obtient le soutien et des ressources dédiées pour que le projet décolle. Elles sont limitées dans le temps, mais c'est un élément clé, c'est-à-dire des ressources de démarrage qui sont à l'origine de notre réussite. Donc, j'ai trouvé cette diapositive quand je faisais le programme Force. Je l'ai beaucoup aimée et donc je m'en sers aussi régulièrement que possible. En ce qui me concerne, la tâche n'est pas de voir si une pratique fonctionne, mais plutôt de la mettre en œuvre de sorte qu'elle fonctionne. Donc il est très important de passer quelques minutes à parler de gestion du changement, car honnêtement, le composant le plus simple quand on veut mettre en œuvre un parcours fondé sur des données probantes, c'est le contenu ou l'algorithme. Le défi, c'est plutôt de faire adhérer les gens, que les gens aient envie de participer et qu'ils fassent partie du projet. Tout le monde sait que les hôpitaux et les grandes organisations, ce sont des organisations de professionnels qui sont caractérisées par beaucoup d'autonomie professionnelle. Et donc, on estimait qu'il ne fallait pas dicter ce genre de projet, qu'il fallait plutôt persuader les professionnels de participer. Autrement, aucun changement ne se produirait au sein de l'organisation. On a du mal à faire avancer la diapositive. Alors voilà. On s'est servi d'une approche en 6 phases pour mettre en œuvre le PSI et ça nous a aidé à être très disciplinés et à élaborer des plans de travail assez bien ficelés. Alors, tout au long du cheminement, on s'est posé la question en groupe, que peut-on faire explicitement pour avoir un objectif commun qui permettrait de se rallier plus de soutien? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un leadership à tous les niveaux, pour s'assurer que le projet voit le jour et soit pérenne? Comment on pourrait mobiliser toutes les parties prenantes, dont le personnel, et comment s'assurer que le personnel soit bien outillé, qu'ils aient les outils nécessaires pour que le PSI soit effectivement mis en œuvre. Donc, il s'agissait de conversations très importantes que nous avons eues tout au long du projet et qui nous ont permis de ne pas perdre de vue l'objectif, c'est-à-dire de mobiliser les gens. À la diapositive suivante, vous avez une question un peu plus explicite visant à aider au soutien du changement. Donc, on a eu l'occasion, la chance d'ancrer le projet dans le nouveau plan stratégique de CAMH qui est fondé sur cette attente que les organisations de santé doivent être redevables de la qualité des soins offerts et que la qualité des soins doit être appuyée sur les meilleures données probantes disponibles et les normes. Donc, les PSI sont généralement bien épaulés par CAMH, des vecteurs importants pour l'organisation sur le plan de ses promesses de qualité. Ils s'inscrivent dans notre cadre de la qualité, dans nos mesures de rendement, dans nos valeurs repères pour nos évaluations et tous les programmes cliniques à ce stade doivent activement participer. On s'y attend. Donc, de notre point de vue, la mise en œuvre et le développement du PSI visait à faire la promotion d'un changement transformationnel au sein de l'organisation et ça ne pouvait pas être réalisé sans le soutien de tous les participants. Donc, on a effectivement fait un examen approfondi, on a ratissé très large, on a demandé à quiconque avait un intérêt de participer, qu'ils aient un intérêt direct ou indirect. On s'est concentré sur les leaders d'opinion formels et informels qui pouvaient nous aider à
influencer les collègues au point de service. Et le changement à l'interne, c'est vraiment fait à partir de la base, car on croyait que c'était les professionnels, les gestionnaires, les patients et leurs familles qui étaient les véritables experts de ce travail, non pas la direction. Je devrais signaler que la participation des médecins était perçue comme un objectif important dès le départ et nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir faire appel à un leader médecin très enthousiaste qui jouait et continue de jouer un rôle très important. D'ailleurs, il y en a plus qu'un, dont le docteur Peter Vohr, qui se trouve à côté de moi, qui continue donc d'être des champions, des ambassadeurs de ces parcours de soins intégrés pour l'organisation. Les PSI à l'interne et pour ce projet sont des processus organiques qui commencent à partir de la base. Il y a deux ingrédients clés que j'ai mis en rouge. L'essai d'utilisabilité, il s'agissait de voir si le professionnel au point de service pouvait opérationnaliser et valider les composantes de base du PSI et intégrer l'information sur l'efficacité d'une équipe hautement performante. Ce sont deux éléments essentiels de notre cheminement. Cela nous a beaucoup aidé à avancer et à créer un PSI qu'on a pu déployer à l'échelle de l'organisation. Donc, sur le plan des obstacles, des entraves et des facteurs favorables, je parle de beaucoup de choses à cette diapositive. Je voulais toutefois insister sur la troisième chose qui se trouve à l'écran. On ne saurait trop insister. Vraiment, ce dont il était question, c'était de créer un changement transformationnel au sein de l'organisation et on demandait aux gens d'amorcer un virage fondamental, de concevoir les soins différemment et de les offrir de manière différente. Et c'était seulement avec leur participation qu'il était possible d'amorcer ce virage. Donc, c'est parce que tout venait de la base qu'on a pu arriver à d'excellents niveaux de participation et de fidélité au parcours de soins intégrés. Donc, j'ai l'impression que nous avons créé un mouvement social à l'interne. C'est l'expression que j'aime utiliser. Et après un mois de mobilisation très rigoureuse, notre défi ne consistait plus à mobiliser l'organisation dans les PSI, c'était le contraire, c'était plutôt de ralentir l'organisation, car tout le monde voulait ou participer et ou créer de nouveaux parcours de soins intégrés. Donc, c'était une de ces conséquences inattendues qu'on n'avait pas anticipées à l'origine. Donc, en plus des obstacles et des facteurs favorables, une chose qui nous a beaucoup aidé à assurer une bonne adhésion et la pérennité du projet d'ailleurs, c'est que nous avons créé des bulletins, si vous voulez, qui sont envoyés au personnel. Il y a des membres du personnel qui le veulent toutes les 2 semaines et cela permet de voir leur rendement au fil du temps selon des indices clés du PSI, ce qui aide à faire un suivi et à offrir des incitatifs pour l'adhésion au PSI. À la diapo suivante, vous avez un autre exemple d'un bulletin, d'une mise à jour mensuelle que l'on fait pour le parcours de psychose précoce. Donc, chacune des équipes identifie des éléments clés qui doivent être inclus dans son bulletin, en plus de choses qu'on estime qu'il faut inclure. Et on leur demande de nous aider à concevoir leur bulletin et c'est fourni sur une base mensuelle, à moins que l'équipe ne le veuille toutes les 2 semaines. Les gens se réjouissent de recevoir ce bulletin, d'en parler et de continuer à voir comment améliorer les services dispensés. Donc sur le plan des résultats, à l'interne, on se sert d'une métaphore. Les PSI sont un arbre avec des branches. Le projet Force, quant à lui, était un PSI pour la schizophrénie dans l'unité de réadaptation. À ce moment-là, maintenant, plutôt, toutes les unités de réadaptation se servent du PSI. Nous avons environ 198 patients inscrits. Et on s'est aussi servi de ce parcours de soins intégrés, ce PSI, pour le service de gériatrie. Il a été adapté pour les adultes atteints de schizophrénie, les adultes plus âgés plutôt atteints de schizophrénie. Alors,
il en est au début de son développement, mais on s'est aussi servi du parcours pour la schizophrénie, surtout l'algorithme sur les médicaments, comme document fondamental pour établir un PSI pour le premier épisode de schizophrénie dans l'unité d'intervention précoce. Il s'agit d'une unité de 18 lits, une de soins actifs pour les jeunes qui ont leur premier épisode de psychose. À l'heure actuelle, 168 jeunes sont inscrits dans ce parcours. Alors, nous avons beaucoup fait depuis la fin du projet Force et je souhaite vous rappeler qu'à l'origine, on voulait améliorer les résultats des patients, améliorer l'expérience du patient, de sa famille et optimiser l'utilisation des ressources tout en améliorant l'équité en matière de santé. Je devrais ajouter qu'on en est au tout début de la collecte de données et de l'analyse, mais nos résultats jusqu'à présent sont assez prometteurs. On a d'excellents taux de fidélité au PSI. La rétroaction du personnel est que c'est utile. Ils ont l'impression qu'ils communiquent mieux. Il y a plus de structure dans leur travail, de prévisibilité. Il y a un sens de gratification aussi à l'effet que les professionnels ont l'impression d'offrir des soins de meilleure qualité. Les patients, leurs familles sont surtout satisfaits et on a aussi constaté une grande amélioration de la documentation. Donc, en plus de ces résultats assez généraux, lorsqu'on a fait une analyse préliminaire de l'unité de réadaptation, on a constaté une amélioration considérable du fonctionnement en se servant de l'EGF, l'évaluation globale du fonctionnement. Là, vous avez le pourcentage de patients dont l'EGF s'est amélioré de 10% ou plus. Et bon, le résultat est remarquable. Ensuite, sur l'unité de réadaptation, on a constaté une baisse de la durée de séjour, modeste, mais quand même 2 jours en moyenne. Excusez-moi, j'ai des difficultés avec les diapositives. Mon doigt est un peu trop lourd. Alors, voici les données pour le premier épisode d'une maladie, d'une psychose, donc pour les jeunes. On a constaté une réduction considérable dans la durée de séjour, sans augmentation corrélée pour les taux de réadmission. Et on a constaté des résultats similaires dans le niveau de fonctionnement. Un grand nombre de ces changements sont le résultat de plus d'une chose. D'abord, beaucoup plus d'interventions focalisées au point de service et l'élimination des doubles emplois, des redondances. Une des choses qu'on nous disait constamment du côté des patients et des familles, c'était des plaintes à l'effet qu'on leur posait constamment les mêmes questions. Plusieurs professionnels leur reposaient les mêmes questions dans le cadre de la même admission. Et les PSI que nous avons créés ont quasi éliminé ce besoin car il y a beaucoup plus de soins offerts en équipe et donc on est confiant que quelqu'un a posé la question qui devait être posée plutôt que 5 personnes posent la même question. Alors permettez-moi de conclure en disant à CAMH, bon, où l'initiative nous a-t-elle mené? Eh bien, je dirais qu'on est de plus en plus confiant du côté de la schizophrénie et des autres parcours que nous avons déployés, de réduire les écarts indus chez la population desservie et que les soins sont dispensés selon les meilleures données disponibles. Par ailleurs, on est assez confiant de dire qu'on a l'impression d'avoir mis en place un processus très robuste visant à mobiliser les équipes à l'élaboration des PSI. Et cela a permis d'assurer une bonne fidélité à l'approche. Vous savez, il ne s'agit pas simplement de créer un algorithme et de le déployer. Ce serait une énorme erreur. Il s'agit plutôt de créer un mouvement social à l'interne et d'obtenir la participation, l'adhésion, de sorte que les gens changent leur façon d'offrir les soins au point de service. Je pense par ailleurs qu'il est important pour nous de ne pas trop insister sur nos résultats. Ils sont prometteurs, mais nous en sommes
au tout début. Il nous faut plus de gens inscrits, il nous faut faire une analyse beaucoup plus approfondie dans plus de dimensions. Donc, ce sont des résultats préliminaires sur un projet qui ne fait que commencer et cela nécessite plus de peaufinement. Par ailleurs, nous avons constaté qu'il y a énormément d'intérêt à l'échelle locale, régionale et nationale. Nous avons fait beaucoup d'exposés, nous avons pu obtenir des bourses, nous avons obtenu de l'argent pour faire des essais contrôlés randomisés, pour tester les PSI par rapport aux soins traditionnels. Et nous avons reçu beaucoup de demandes pour tous nos PSI, que nous sommes heureux de partager, évidemment, à tout moment. Alors, c'est véritablement formidable de le constater, de voir qu'il y a énormément d'intérêt et d'enthousiasme pour la standardisation des soins ou la réduction des écarts indus. Bon, j'y fais allusion un peu plus tôt. Depuis, on a 6 ou 7 nouveaux PSI en développement. Démence, agitation, dépression majeure, dépendance à l'alcool, troubles bipolaires, pour n'en nommer que quelques-uns. Alors, c'est vraiment formidable de voir l'arbre qui produit de plus en plus de branches et plus de gens desservis grâce aux meilleures données probantes et aux meilleurs soins disponibles. Enfin, dernier mais non le moindre, nous avons travaillé avec Qualité des services de santé Ontario, QSSO, pour établir des énoncés de soins de qualité pour les personnes atteintes de schizophrénie. En plus, nous avons co-présidé un panel pour la démence et l'agitation et la dépression, et donc ça, c'est très important pour moi. QSSO publiera les énoncés sur la qualité à la fin du mois de mai, je crois, à des fins de consultation publique. Et donc, on se réjouit de participer au groupe de travail et au panel afin de mettre en œuvre ce travail dans l'ensemble de la province. Alors voilà, c'est tout pour moi. Merci. Stephen Samis. Merci Tracy, Peter et April pour un excellent exposé sur un travail impressionnant qui fait véritablement une différence dans la vie des clients que vous desservez. Nous avons quelques questions ici. Je suis très heureux de voir que les gens posent des questions. Continuez de le faire. Alors, pour les questions auxquelles on ne pourra pas répondre pendant l'appel, on fera un suivi auprès des conférenciers et on vous répondra par la suite. Alors, continuez d'inscrire vos questions. Ne vous inquiétez pas du temps. D'abord, nous avons une question qui s'adresse à Peter Voor, c'est de Bernadette Bilodeau, qui dit, s'agissant de la clinique impromptue, vous avez parlé de l'amélioration de la satisfaction. Est-ce que vous vous êtes servi de mesures spéciales et est-ce que d'autres leçons ont été tirées de l'amélioration de l'expérience des patients dans le cadre de ces cliniques impromptues? Réponse, Dr. Peter Ward. Eh bien, on ne l'a pas encore vraiment évalué. Or, l'observation, bon, vous savez, ce sont souvent des données qualitatives et quantitatives. Les énoncés étaient à l'effet que les gens étaient heureux d'être vus par une équipe pluridisciplinaire. Ils étaient heureux de ne pas devoir avoir plusieurs évaluations avant d'avoir accès à un programme de traitement. Comme je le disais un peu plus tôt, on n'a pas encore de données sur la réussite du traitement suite à leur triage vers ces services. Mais on a quand même beaucoup de données qui nous permettent de croire que leur aiguillage, quant à lui, s'est fait de manière beaucoup plus simple et n'a pas exigé autant de déplacement d'un service à l'autre, comme c'est le cas de manière plus traditionnelle. Stephen Samis, une autre question reliée de la part du CIS qui pourrait aider avec les données de mesure post-inscription. Alors la question est la suivante. Ils aimeraient savoir comment CAMH s'est servi des échelles de résultats RAI-MH dans le cadre de l'évaluation des résultats et de l'amélioration. Peter Voor, on ne s'est pas servi de RAI parce que RAI concerne surtout des services de patients hospitalisés. Dans ce cas-ci, il s'agissait d'une clinique ambulatoire. Bon, vous savez peut-être que pour les services ambulatoires, nous avons très, très peu de données. Donc,
effectivement, on aimerait avoir accès à des échelles qui pourraient être adoptées pour les cliniques externes, les soins ambulatoires, car ce n'est pas encore développé malheureusement. Tracy, si vous me permettez, j'aurais voulu que l'analyse à RAI soit disponible. Donc, pour un RAI, on a présenté, par exemple, dans le cadre de Force, des données qui démontraient un changement considérable entre l'admission jusqu'au congé concernant plusieurs domaines. Donc, les déclencheurs principaux, c'est-à-dire IDL, agressivité, tendance suicidaire, enfin, je n'ai pas ces données devant moi, mais c'est une partie fondamentale du projet. Or, ça concerne les patients hospitalisés. Bon, on a fait une évaluation de quelques patients dans le PSI, mais pour le moment, on n'a pas encore de données rigoureuses. Stephen Samis, eh bien, ce sera très intéressant de faire le suivi. Une question de Monica Flexhog. Vous avez fait référence au fait que la littérature scientifique ne montre pas un seul outil qui serait le meilleur moyen de faire ces évaluations. Je me demande si le panel s'est servi de plus d'un outil et s'ils ont trouvé quelques-uns plus utiles que d'autres. Peter Voer, oui, on s'est servi de cotes, d'échelles de cotes pour la dépression, l'anxiété. Il y a des échelles générales qu'on a essayées pour identifier des maladies concomitantes. Or, c'est encore un travail en cours et on est toujours en train d'examiner divers autres outils. Vous savez, un des défis auxquels on fait face en voulant créer un modèle de clinique impromptu plus vaste, c'est qu'il faut empêcher certains patients dont les cas sont plus simples, enfin, il faut les aiguiller ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui a besoin de l'approche complexe, mais il faut une équipe qui puisse rapidement identifier qui serait le cas le plus complexe, qui est le cas le plus simple. Stephen Samis, une autre question. Est-ce que vous publierez les résultats et comment peut-on avoir accès à vos PSI et également une observation ici qu'on a vue partout dans le babillard. Félicitations pour cet excellent projet. Alors, comment les gens peuvent-ils avoir accès à vos PSI, April? April Collins, eh bien, les PSI sont disponibles sur le site Internet de CAMH, KnowledgeX. Si vous avez du mal à y avoir accès, communiquez avec Peter ou moi. Nous vous communiquerons, nous vous aiguillerons vers les bonnes personnes et nous sommes tout à fait engagés à publier notre travail. D'ailleurs, j'insisterai sur le fait, vous savez, on a fait beaucoup d'exposés sur les résultats préliminaires, dont surtout l'élément gestion du changement, tandis qu'on recueille davantage de données et qu'on fait une analyse des données, je m'attends à ce que l'on ait plus de publications. Dr. Peter Voer, je vais évoquer d'ailleurs le projet Arctic. Il s'agit d'un PSI pour les patients qui sont atteints à la fois de dépression majeure et de dépendance à l'alcool. C'est un projet qui a donné des résultats positifs et sur cette base, nous avons reçu une bourse provinciale afin de travailler à la mise en œuvre, de sa mise en œuvre dans 4 hôpitaux et 4 groupes de médecine familiale pour voir quels seraient les défis de mise en œuvre. Ce PSI combine simplement l'utilisation d'antidépresseurs en cours de CBT. Normalement, le traitement voit un taux de rétention très faible, d'environ 30%, mais en combinant 3 traitements, on constate des taux de rétention de 4 mois, de 75 à 80%, ce qui est remarquable pour cette population très complexe. Et tandis qu'on évalue, on envisage d'autres évaluations, il y a aussi une amélioration de la gestion des symptômes. On a aussi une série de demandes car on voudra mettre ceci à l'essai dans le cadre d'essais contrôlés randomisés. Stephen Samis, Dr. Voer, pouvez-vous expliquer ce qu'est le programme Arctique?
Peter Voor, le programme Arctique est un financement de la part du gouvernement provincial, visant à améliorer et mettre en œuvre des projets fondés sur des données probantes dans l'ensemble de la province et envisager des stratégies de mise en œuvre. Ça fait au moins une décennie que le programme Arctique existe. Le programme Arctique était le premier projet de santé mentale. Notre projet de santé mentale était le premier financé par Arctique. Stephen Samis, que vous sachiez, on va mettre en vedette le projet commandité par Arctic dans le cadre de notre webinaire de l'automne. Justement, alors inscrivez-vous. Nous avons une autre question. Avez-vous des conseils sur le plan de la psychiatrie rémunérée à l'acte par opposition aux psychiatres en milieu hospitalier? Dr. Peter Voor, nous avons exclusivement des psychiatres salariés avec un financement supplémentaire pour certains cas. Alors, ceci est intéressant pour les cliniciens et les psychiatres qui veulent améliorer les soins. Et pour résoudre les défis présentés par des patients qui ont de mauvais résultats et beaucoup d'échecs sur le plan des traitements. Donc, on a constaté une amélioration considérable parmi les médecins et les autres professionnels dans le cadre de la création de ces projets. La création de ces parcours de soins intégrés, généralement, prend environ 6 mois. C'est ce qu'on constate ici. Et ça nécessite une équipe de planification d'emblée. Et on a une excellente participation de la part de nos médecins à la conception de ceci, des PSI. Stephen Samis. Alors, une question très rapide ici. Pour le PSI de la démence, est-ce qu'on parle de la démence associée aux substances? Dr. Peter Voor, pas encore. On s'est concentré surtout sur la démence vasculaire et l'Alzheimer. Dans le cadre de ce projet, on souhaite le mettre en œuvre dans les foyers de soins personnels, les soins de longue durée, examiner cette population pour que cela puisse être traité donc directement dans le milieu de soins de longue durée. Dernière question qui nous provient de Scott Secord. Que prévoyez-vous sur le plan de l'application des connaissances? Eh bien, QSSO et la FCISS doivent s'intéresser à l'adoption et à l'application des connaissances car cette approche standardisée est grandement nécessaire. Alors, pouvez-vous parler un peu de nos intérêts entre QSSO et FCISS? Peter Voor, eh bien, il y a 2 éléments. D'abord, la mise en place de PSI, et d'ailleurs, on est très intéressé de voir comment le projet Arctique pourra éclairer les enjeux qui mènent à une mise en œuvre réussie, à la fois dans les hôpitaux et dans les équipes de médecine familiale. À un niveau plus élevé, vous avez cette question évoquée par April, c'est-à-dire que des experts techniques ont créé des parcours de soins intégrés pour diverses maladies et examinent leur mise en œuvre à l'échelle de la province pour améliorer les soins. Les énoncés de qualité sont des énoncés plus généraux et on pense que le PSI est peut-être une méthode pour les hôpitaux et pour les groupes de médecine familiale de mettre en œuvre leurs normes de qualité. Stephen Samis, eh bien, comme vous le savez, nous continuons de travailler avec l'équipe de CAMH et nous suivons l'évaluation de cette approche très étroitement dans le but, à un certain stade, tandis que les résultats seront plus rigoureux, de collaborer peut-être et peut-être même mettre en place un projet collaboratif qui serait pan-canadien et qui permettrait aux organisations de commencer à adapter et à adopter le processus de CAMH. Alors, c'est quelque chose qui nous intéresse vivement et qu'on continue de
de promouvoir de concert avec CAMH. Alors de nouveau, je vous remercie de ces excellentes conversations. Nous espérons que vous avez trouvé cette séance informatrice et nous espérons que vous serez des nôtres dans l'avenir. Merci encore à nos 3 conférenciers invités. On vous invite à vous inscrire à notre bulletin de la FCISS et de suivre votre boîte de courriel pour voir les webinaires à venir. Comme vous le voyez à l'écran, votre rétroaction nous est très précieuse pour la conception des webinaires à venir. Alors veuillez prendre un tout petit instant pour nous donner une rétroaction sur la séance d'aujourd'hui. Et sur ce, de nouveau, je remercie Tracy MacArthur, Peter Vore et April Collins pour leur excellent exposé et aussi leur travail formidable. C'était vraiment emballant de voir ce programme évoluer dans le cadre du programme Force et de voir son évolution continue au cours au sein de CAMH et on l'espère plus tard à l'échelle du pays. Merci encore d'avoir été des nôtres. Merci aux conférenciers et au revoir. La téléphoniste. Merci. Une note aux conférenciers, nous vous demandons de rester en ligne pour la post-conférence. Chers participants, ceci conclut votre appel. Vous pouvez à présent raccrocher.